Bonjour tout le monde. Je suis Shubham Sharma, je vais me présenter rapidement juste après et on va parler aujourd'hui en fait d'expérience développeur. Parce que c'est un sujet sur lequel je travaille maintenant depuis un peu plus de 2 ans, et parce que je suis développeur à la base, je suis donc en fait amené lors de n'importe quelle découverte de librairie, d'API ou de finalement de framework. On est tous, je pense que tout le monde est développeur du coup ici, non? Oui, plus ou moins. On est tous confrontés en fait à quelque chose, c'est la documentation, ou en tout cas dès qu'on arrive sur le site, quelle est notre première impression. C'est ce qui va déterminer si on va dans un premier temps adopter la solution ou pas, est-ce qu'on va la tester ou pas. Donc je suis aujourd'hui développeur évangéliste, c'est-à-dire qu'en fait je vais à la rencontre des développeurs pour une entreprise, donc l'entreprise s'appelle Mailjet. Donc l'idée c'est d'aller faire pas mal de hackathons, pas mal de talks comme cela, de conférences, attendre des conférences, ou parfois en fait, juste aller dans des communautés de développeurs pour aller discuter avec eux, regarder avec eux qu'est-ce qui se passe sur le terrain en fait, quels sont les API les plus utilisés, quels sont les frameworks les plus utilisés, les langages les plus utilisés pour justement avoir en plus d'Internet finalement un contact direct pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on va l'incorporer dans Mailjet et notamment dans l'API de Mailjet. Donc moi je suis en charge en fait, donc je ne suis pas tout seul, en charge de en fait cette plateforme développeur de Mailjet, donc dev.mailjet.com. C'est ce qui permet aux développeurs, donc quand ils arrivent sur la plateforme, de commencer à utiliser l'outil. Qui connaît juste Mailjet dans la salle? Ok, nickel. Donc je vais pouvoir faire une petite presse sur ce qu'est Mailjet. Mailjet, c'est un email service provider. Donc exemple simple pour un développeur, c'est demain je veux lancer une app, donc admettons une application mobile ou même un site web, quoi que ce soit. Je vais avoir des users, je vais avoir peut-être des comptes, je vais peut-être faire des actions, des choses comme ça. Il y a un moment donné où on va avoir besoin de communiquer avec l'utilisateur quand il n'est pas sur l'application. Et généralement, cette communication, soit elle se passe, si c'est sur mobile, donc par des push notifications ou système de genre suivant la plateforme, soit elle se passe par mail. Et en fait, c'est là que Mailjet va intervenir. C'est-à-dire que le moment où un email va être envoyé pour quelconque raison, on va pouvoir l'envoyer via Mailjet. Là, on se dit, ouais, mais je peux déjà le faire en fait, je sais pas, via SendMail quand on utilise PHP ou via n'importe quelle en fait, fonction qui va communiquer avec le port SMTP en question et bim, l'envoyer. Le problème avec ça, c'est un problème classique. En fait, ça aurait pu marcher il y a 10 ans parce qu'il y avait beaucoup moins de spam qu'aujourd'hui. Et en fait, généralement, quand votre app va commencer à envoyer plus de 100 emails dans la journée, Gmail il va commencer à se dire il y a quand même pas mal de trafic qui arrive de cette application, en tout cas de ton serveur que tu auras loué chez OVH ou quelque chose comme ça, et il va se dire c'est peut-être un peu bizarre. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ouvrent, et si jamais tu as des mauvaises stats ou des choses comme ça, tu peux très très vite aller en spam. Et surtout, si demain, si tes features sur TechCrunch, c'était top 10 dans l'App Store, tu vas avoir une explosion de création de comptes. Et ce jour-là, ton serveur ne pourra plus du tout gérer ça. C'est-à-dire qu'il va commencer à envoyer beaucoup de mails et tu vas te faire blacklister chez la plupart des providers, et du coup, ton email va commencer à partir en spam. Et du coup, tu te fais un gros flop alors qu'à la base, tu étais juste censé cartonner sur TechCrunch. C'est là qu'en fait, tu vas pouvoir connecter Mailjet à ton application pour qu'au moment de l'envoi de l'email, tout se passe bien. Donc nous, on fait en sorte que nos clients qui envoient des emails ont des emails qui n'arrivent pas en spam. Et évidemment, on rapporte à nos clients, donc là potentiellement à vous si vous créez des applications, tout un tas de statistiques, à savoir qui a ouvert l'email, quand, où, comment, enfin je veux dire sur quel device. Et toutes ces informations-là vont pouvoir nous servir derrière à faire de la gestion de comportement marketing ou des choses comme ça. Ça, c'est juste la partie transactionnelle dont je vous ai parlé. Il y a une autre grosse partie dans Mailjet, c'est pour les personnes qui font du marketing, donc c'est tout ce qui est newsletter. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un outil tout en un, mais je vais plus parler de la partie développeur ici, c'est ce qui nous intéresse. Autre chose, il y a dans ce workshop, en fait, il y a 40 minutes plus ou moins de contenu pur.
Et tout ce qui est tout le reste, finalement, on va essayer de faire en sorte que ça soit un petit peu interactif. Donc c'est pour ça que savoir un peu ce que vous faites, on a la chance, on n'est pas beaucoup. On va pouvoir savoir à quel moment est-ce que vous êtes en train de développer une API, est-ce que vous êtes juste utilisateur d'une certaine API, et voir si vous ne connaissez pas du tout les API, du coup redéfinir un peu le terme ou pas, si vous êtes complètement à fond dessus et pro là-dessus. Donc juste pour savoir qui est en train de développer une API, okay, qui a déjà utilisé ou est en train d'utiliser une API ici, okay, et qui du coup ne sait pas trop ce que c'est et ça serait super génial de… Top. Il y a des mains levées à chaque fois, c'est super bien. Du coup, on va commencer un peu par définir un peu ce que c'est. Il y a un truc qui du coup a été fait à Le Wagon qui est super bien, c'est API for Beginners. Je crois que c'est par le CTO qui a été fait. Je l'avais regardé, il n'y a pas si longtemps que ça. Je trouve que c'est une très belle introduction pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est. Étant donné que je trouve que c'est quelqu'un d'assez pédagogue, donc je vous le conseille. Et il explique assez bien ce que c'est. Les API en soi, donc je vais essayer de refaire pareil sans slide. Les API en soi, c'est pas quelque chose de nouveau en fait, hein, ça a toujours existé. C'est l'Application Programming Interface, donc en fait c'est une interface pas pour vous qui êtes utilisateur, où vous allez avec votre souris et votre clavier faire des choses, mais c'est pour les machines, donc c'est pour les ordinateurs tout simplement. C'est pour que deux ordinateurs ou deux systèmes puissent communiquer entre eux, très simplement. Ça veut dire, là aujourd'hui, cette télécommande est connectée à cette petite chose-là via le protocole Bluetooth, parce que ça se passe par Bluetooth. En revanche, ce qui va permettre à mes slides de comprendre que je clique sur gauche ou droite et à cette télécommande de dire qu'elle va sur la gauche ou sur la droite, c'est en fait un langage commun à ce périphérique ici et à cette télécommande, que moi je ne connais pas. Certainement, il y a des signaux qui sont envoyés, il y a quelque chose qui est fait, mais on va dire que c'est une interface de programmation, donc c'est quelqu'un qui a bossé dessus, qui a écrit des lignes pour pouvoir faire en sorte que cela puisse se faire. Évidemment, c'est tellement plus simple. Pour moi, en fait, j'ai une interface qui est utilisateur, cette fois-ci, qui, par contre, très simplement, me permet de cliquer de gauche ou droit, en fait, très simplement. Donc, en fait, il y a une API et une interface utilisateur. Et donc, pendant cette chose-là, donc cette API en soi, donc maintenant qu'on a compris plus ou moins ce que c'était, eh bien, on va voir un peu au moment de son adoption, donc au moment où on va aller utiliser n'importe quelle API, qu'est-ce qui va faire qu'on va rester sur cette API ou pas. Ça, c'est un peu le thème général. Autre chose aussi, donc, il y a une vulgarisation qui est faite sur les API. C'est quand on parle d'API aujourd'hui, on parle essentiellement de Web API. C'est-à-dire que, comme je le disais, les API ont toujours existé. Si on regarde Windows 32, Win32, l'API Win32 était sur un des premiers systèmes Windows et c'était une API. Ça veut dire une manière au kernel de communiquer avec un programme. Et ça existait depuis un bail et on appelait tout ça, ça avait des noms à rallonge. C'était une API déjà. En revanche, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que… On a parlé à un moment de service web et maintenant d'API. Là aussi, il y a un changement de terme, mais si on fait une vulgarisation, on parle de Web API en fait. Quand on parle de Stripe, quand on parle de Mailjet, quand on parle de Twilio ou des providers comme ça, c'est à deux programmes qui sont connectés généralement via Internet, de communiquer entre eux sans que ce soit quelqu'un qui aille faire des choses, mais plus les programmes eux-mêmes qui communiquent. Donc c'est un peu ça l'idée. Et dans le cas classique en fait, d'une API, on se rend compte qu'il y a, eh bien, généralement sur une application 3 tiers, n'importe laquelle, il y a du stockage quelque part, il y a une application, donc la vue en fait, hein, ceux qui connaissent un peu le modèle MVC, c'est un peu comme ça qu'il s'articule, à savoir, on va avoir une vue qui va comprendre des choses, qui va les afficher, ça peut être une montre, un téléphone, un ordinateur ou ce qu'on veut, et on va avoir du stockage qui va permettre de stocker ces données, et entre tout ça, on va voir un peu des deux côtés les interfaces qui vont permettre à ces deux choses-là de communiquer. Et pour qu'entre guillemets, la vue puisse communiquer avec tout ce qu'il y a derrière, on va dire toute l'intelligence, on va avoir une interface qui va être comprise par ce qu'il y a sur votre smartphone et donc le programme qui est développé sur votre smartphone et vos services web. Et généralement, ce qu'on fait, on s'occupe, et c'est un peu ce qui se passe très souvent, on fait très attention quand on développe ce type de service. Donc toi qui es en train de développer une API, tu te dis super, je veux absolument
que mon app soit fluide, que les écrans changent super bien. Donc je vais faire super attention en fait à l'expérience utilisateur. Et parce que c'est normal, c'est l'end-user qui va utiliser ça, il faut que ça soit assez fluide et tout ça. Mais il y a une chose à laquelle les personnes qui vont en fait utiliser ton API vont être confrontées, bah, c'est l'expérience développeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, évidemment ton application va être utilisée par beaucoup de monde. Mais le moment donné où en fait ton API va devoir être utilisé par quelqu'un d'autre, à savoir, je ne sais pas si tu es en train de développer un outil qui va aussi non pas permettre seulement l'interaction utilisateur via un smartphone ou quoi que ce soit, mais aussi l'interaction via un programme, et ben, tu vas être confronté à un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que là aussi, comme ton interface utilisateur, tu vas la rendre belle ou des choses comme ça, bah là ça va être pareil. Il faudra que tu fasses attention, il faudra que tu soignes ton API, parce que ce n'est pas quelque chose qui va être utilisé en interne. Demain, si tu as envie de… je ne sais pas, si demain tu as envie d'utiliser une lib ou quoi que ce soit, ou créer une lib juste pour toi, bah, tu t'en fous, tu le crées juste pour toi. Tu vas mettre un petit readme, tu vas commander un peu ton code, et puis c'est terminé. Tu sais que c'est toi qui vas l'utiliser, même s'il y a d'autres personnes qui bossent sur le projet, là déjà ça va être un peu plus compliqué, tu vas devoir un peu plus documenter parce que tu sais que d'autres personnes seraient potentiellement amenées à travailler sur ce projet ou à utiliser ce que tu viens de développer. Et ben là, imagine que c'est donc quelque chose que tu vas exposer sur Internet. C'est-à-dire que demain, tu as développé quelque chose de super cool et tu vas devoir mettre ça sur Internet pour pouvoir faire en sorte, que ça soit utilisable, du coup documenté, et 3, il faut que ça soit, je dirais, assez sexy en fait. Il faut que les personnes, donc finalement, on finit par faire du marketing pour développeurs. Ce n'est pas directement de quoi je vais parler, mais c'est étroitement lié. En fait, c'est quelque chose où en fait, si vous regardez toutes les PM2, quelqu'un connaît PM2, là c'est la lib sur laquelle je suis en train de travailler, c'est une lib, donc c'est des gars qui font Keymetrix qui développent ça, et c'est une lib pour Node.js qui permet de faire PM, mais en plus quoi en fait. Donc c'est juste du monitoring. Et en fait, quand on va sur la page GitHub, juste, on comprend très vite ce que c'est. On comprend très vite les lignes qu'il faut taper pour pouvoir installer cette lib. On comprend très vite l'intérêt que ça va être pour nous. Donc finalement, le gars, en écrivant le README, on sent qu'il y a eu un effort qui a été fait. Ce n'est pas juste voilà, how to install and débrouille-toi. Ça peut être un outil génial, mais s'il n'est pas assez documenté ou s'il n'est pas entre guillemets rendu assez sexy pour moi, bah, je ne vais peut-être pas l'utiliser en fait. Et pour faire ça en fait, avant de développer avant d'arriver à quoi que ce soit, à construire quoi que ce soit, on va se poser la question de qui sont nos interlocuteurs en fait, qui vont être les personnes qui vont utiliser notre API. C'est pas du tout pareil de faire un outil, une lib, une API pour des gens qui vont bosser, je sais pas, qui sont dans des grosses sociétés où il va y avoir des questions de SLA qui vont se poser, des questions de spécifications très précises où en fait c'est des systèmes qui vont automatiser ces choses-là. Donc ça va être assez précis, ou alors de bosser dans le monde du SaaS avec des personnes qui… On sait comment les développeurs fonctionnent parce que ça va être des développeurs qui ont de l'habitude de fonctionner avec certains langages, qui ont l'habitude de fonctionner avec certains frameworks ou quoi que ce soit, mais là on va devoir cibler ces personnes-là. Si on sait que, évidemment il faut rester le plus large possible, mais si on sait que notre API va être utilisée par des développeurs en hackathon parce que c'est juste une lib pour faire joli et pour que ça soit super cool à utiliser, et on va essayer de maximiser un peu le côté sexy de la lib pour ces personnes-là. En fait. Donc vraiment personnaliser cette chose. Donc c'est assez abstrait, mais on va rentrer de plus en plus dans le sujet pour voir un peu ce que ça correspond. Donc, là par exemple, dans le cadre prenons l'API Google Maps ici. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà utilisé, mais au moment en fait où ils ont développé ça, ils se sont dit ok, il va peut-être y avoir des applications tierces qui vont l'utiliser. Donc là, on peut penser à Uber ou quoi que ce soit. Enfin, on en parle beaucoup, c'est pour ça que ça m'est venu aujourd'hui Uber dans la tête. Mais le cas d'Uber, c'est classique, c'est Google Maps qui va driver le truc. Donc là, bim, c'est une application tierce qui utilise Uber. D'ailleurs, ça peut être des développeurs amateurs. Voilà, je suis en hackathon, ou j'ai envie de monter mon projet, ou je suis en école ou quoi que ce soit. J'ai juste besoin d'une vue, d'une map, un point de localisation et c'est tout.
et je veux que ça soit fait super simplement. Je n'ai pas envie d'aller sur une cartographie, prendre une image PNG, convertir des données, les coordonnées, essayer de le placer quelque part, et puis derrière, essayer de rentrer à la main les restos du coin ou quoi que ce soit. J'ai surtout pas envie de faire ça. S'il y a quelque chose qui me permet de le faire, je vais aller sauter dessus et je vais essayer de l'utiliser. Et évidemment, il faut que ce temps d'utilisation soit inférieur au temps de création de cette chose-là. Évidemment, la Google Maps, c'est obvious, et on ne va pas aller recréer Google Maps. En revanche, voilà, c'est ça. Le temps du développeur est très précieux, comme on le sait, et c'est pour ça qu'on va essayer de rendre sa vie super simple. Et donc, il faut que ça soit très facile à adopter pour lui. Dans le cadre de partenariat, donc ça veut dire on va pouvoir, dans une boîte donnée, une entreprise donnée, pour un système, un ERP ou quoi que ce soit, ou pour une multinationale, faire en sorte que Google Maps, par exemple, ait un accès différencié pour un certain type de client. Donc ça veut dire c'est ce qui est différent un peu de l'application tierce où on va avoir juste une intégration simple via l'API, mais dans le cadre d'un partenariat, ça peut être des intégrations plus profondes qui vont demander du changement aux deux personnes. Donc ça veut dire aussi bien du côté API qui va devoir développer des features ou personnaliser des features, et aussi bien au niveau de l'autre personne qui va devoir développer ou essayer de s'intégrer avec l'API en question. Pour les personnes qui sont arrivées juste un petit peu en retard, on n'a pas oublié, on n'a pas loupé grand-chose. J'ai juste dit que donc ce que je faisais plus ou moins, donc j'étais développeur à la base, j'ai fait pas mal de freelance avant, et donc ça fait pas mal de temps que je fais du développement, donc l'utilisation d'API en fait. Et je disais que pourquoi on faisait ce workshop, donc il allait durer à peu près 40 minutes avec plus ou moins le nombre de questions. Et derrière, j'expliquais en quoi une app classique en fait a à un moment donné besoin de se dire bon, je vais en fait focus sur l'expérience utilisateur parce que c'est mon end user et tout ça. Et il y a un moment donné, on va devoir parler d'expérience développeur. Donc quand un développeur va venir sur notre produit, qui cette fois-ci est un produit technique, et à quel moment ce développeur-là va adopter notre produit ou pas. Plus ou moins où on en était. Et donc, quand on parlait d'identifier les acteurs, on parle du coup de personnes qui vont être tech, parce que c'est un produit qui est fait pour des techs. Et on va se dire que tous les développeurs n'ont pas le même niveau. Il y a des développeurs qui vont être débutants, il y en a qui vont être beaucoup plus experts, ils ne vont pas du tout avoir les mêmes attentes. Il y a par exemple un développeur débutant, dans le cas d'une API, va demander ok, j'en ai jamais entendu parler, je ne sais même pas ce que c'est. Par contre, j'ai vachement envie d'utiliser du paiement sur mon app, je ne sais pas comment faire. C'est le truc classique qui arrive. Voilà, des types en hackathon, ils vont se faire une app et il y a un moment, ils ont besoin de paiement. Et comment est-ce qu'ils font? Et là, quand ils vont arriver sur, par exemple, prenons le site de Stripe ou de Paymil ou quoi que ce soit, c'est des API de paiement, et on va arriver, pour un développeur débutant, ça va être ok, j'ai peut-être juste besoin en fait, de copier-coller un bout de code et voir un peu comment ça marche, ou alors juste une app d'exemple en fait, pour que ce que fait Stripe me saute aux yeux et que j'ai une intégration très facile. Et en fait, je ne sais même pas en fait, comment marche get, put, post, delete ou quoi que ce soit. J'ai juste besoin d'utiliser cette chose-là. Et dans le cas, donc, si on parle plus je passe de temps dessus, j'ai pas vraiment envie de comprendre comment ça marche. J'ai juste envie d'utiliser ça très, rapidement. Et évidemment, il faut que ça soit compatible avec mon langage de programmation. Parce que je n'utilise peut-être pas du Java alors que tous les code samples sont en Java ou l'app d'exemple est en Java. Parce que je connais juste un langage de programmation par exemple. D'autres personnes qui on va dire, ont déjà testé plein d'API de paiement ou ont peut-être déjà développé leur propre outil qui leur permet de faire du paiement ou je sais pas, passe sur son maquet avec une banque pour pouvoir faire du paiement. Là, vont se demander en quoi cette API va changer la manière dont je fonctionne aujourd'hui, à quel point ça va me prendre moins de temps, à quel point elle va être efficace sur cela, quels sont les temps de réponse. Donc là, on va parler d'SLA et tout ça. Quelle est la communauté autour de cette API? Est-ce que les gens en parlent sur Internet? Est-ce que c'est un produit qui est un peu paumé par hasard sur Internet et si jamais j'ai une question de support ou une question classique d'erreur, combien de personnes parlent de ça sur Stack Overflow, sur GitHub? Est-ce qu'il y a une communauté active et tout ça? Donc ça, c'est des questions qui vont être en fait assez différentes d'une personne à une autre, mais
Mais quoi qu'il arrive, on va, je sais pas, un CTO qui se demande est-ce qu'on adopte une API ou pas, va se poser toutes ces questions. Il va regarder tous ces développeurs, en quoi ils travaillent, je veux dire quel est leur langage en question, est-ce que ça va être facile d'utiliser ou pas, cette chose-là. Donc voilà, il faut savoir qu'au moment de développer cette API, ou cette lib, ou quoi que ce soit, on va se poser la question de cibler l'audience développeur, et puis derrière de faire en sorte qu'il y ait tout le monde. Et donc pour ça, en fait, dans le cas d'une API, quelle va être la solution? Évidemment, il faut une documentation, ça on le sait, ça peut être aussi bien quelque chose de très complet comme quelque chose d'assez basique, suivant les personnes que vous voulez cibler. Évidemment, il faut du référencement, on le sait, quand on tape API de paiement, on va voir qu'est-ce qui arrive en premier sur Google. C'est comme ça que ça se passe. On sait que les développeurs fonctionnent via Google, et tout simplement, si demain je cherche une API de Maps ou alors je sais pas, de commentaires ou de localisation ou quoi que ce soit, je vais aller taper ça sur Google. Et si l'API n'est pas présente ou la documentation n'est pas présente dans les premières pages, j'aurai beaucoup de mal à la trouver. Et ça, c'est quelque chose de basique pour un site web ou quoi que ce soit, mais c'est clairement vrai aussi pour une API. Ça ne sert à rien de développer le meilleur produit au monde si, en termes de code ou en termes d'efficacité, s'il n'est même pas sur Google. Évidemment, il faut que plus le nombre d'utilisateurs grandit, et plus on va avoir besoin de support dédié. On va avoir besoin de support qui va pas seulement être… typiquement chez Mailjet, on a eu une problématique à un moment donné, c'est qu'on s'est dit ok, bon, on a un outil qui permet de faire des newsletters, qui permet de faire du marketing assez simplement. On va pouvoir uploader des listes et puis envoyer ça via des templates ou quoi que ce soit. Super bien, le support a été fait pour ça. Donc quand quelqu'un a un problème, oh, je clique sur ce bouton, mon template ne se sauvegarde pas, ça va, c'est des questions, je dirais, un peu simples. Ou alors c'est un problème chez nous, du coup on le corrige. Ou alors c'est un problème de compréhension de notre utilisateur. Par contre, le jour, on sort notre API, on dit tout ce que vous faisiez avant, en faisant des clics, aujourd'hui vous pouvez le faire en automatisant des programmes qui vont utiliser cette chose-là. Et bien là, on va avoir deux types de questions. On va avoir des gens qui vont dire ce endpoint-là, je ne comprends pas très bien comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'on pourrait… la doc n'est pas assez précise, ou alors j'ai pas le bon exemple. Est-ce que dans ce langage, je sais pas si je fais du Scala, comment est-ce que je fais ça en Scala? Ça va être des questions qui vont être beaucoup plus pas pertinentes, mais beaucoup plus précises, je dirais. Et du coup, il faut un support dédié pour cette chose-là. Il faut que des gens techniques répondent à des gens techniques. Je parlais de communauté de développeurs tout à l'heure. On ne peut pas se permettre de pas être sur Stack Overflow quand il y a des questions qui sont posées sur Stack Overflow. Soit c'est la communauté qui va y répondre, c'est super, c'est-à-dire que notre produit a assez de maturité, soit la question va rester ouverte et la personne va changer de plateforme. En plus, ça c'est la première chose qui va arriver, mais surtout, quand quelqu'un d'autre aura le même problème, et on sait que quand on a un problème, on n'a pas de mal, nous, développeurs, je dirais, à copier-coller du code et essayer de voir un peu si quelqu'un a déjà eu le problème ou quoi que ce soit, ou copier-coller l'erreur, et bien si on trouve un post Stack Overflow qui n'a même pas été répondu, on sait que c'est pas très actif, quoi. En fait, c'est que l'outil en question existe, mais on va pas vouloir l'utiliser s'il n'y a personne qui a répondu à ce post sur une question qui est plutôt, je dirais, basique depuis 3 ans, c'est que l'outil est mort ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est worst case évidemment. Mais il faut penser du coup à avoir une communauté de développeurs. Après, dans le cas où vraiment l'API devient grande, la communauté devient grande et puis l'outil est vraiment très utilisé, et on a envie de plus en plus que cet outil soit utilisé, on va avoir des gens qui vont s'occuper des relations développeurs. Donc aller voir des développeurs, leur parler d'API comme je vous parle là, du produit en lui-même, aller coder avec des développeurs en hackathon pour voir comment est-ce qu'on pourrait intégrer le produit de manière intelligente et aller donner des idées, des choses comme ça. Et donc là, on parle de développeurs évangélistes ou de relations développeurs, développeurs advocates, quoi que ce soit. Si on regarde toutes les boîtes qui commencent à grandir et qui ont une API, donc un produit technique, ont ces types de personnes-là. Mais la documentation reste quand même le socle initial. C'est ce qui, si on n'a pas de doc, ça ne sert à rien de faire tout ce que j'ai dit à côté. Parce que c'est la première chose qu'un développeur va aller regarder. Donc quand on arrive sur un site et quand on voit qu'après je passe 5 minutes de navigation, et 5 minutes encore je suis gentil, on n'arrive pas à utiliser ou comprendre ce que fait l'outil,
bah, c'est simple. On va tout simplement changer de page et puis bah, on n'ira pas utiliser l'outil a beau être le meilleur, le mieux fait possible. Mais par contre, si jamais il n'est pas utilisable ou il n'est pas assez vendeur finalement hein, et pas assez sexy pour le développeur, bah, il va tout simplement pas l'utiliser. C'est pour ça que cette chose reste capitale. Et il y a quelque chose qui rentre en compte, c'est la learning curve. C'est la courbe d'apprentissage, elle va rentrer en compte dans ce processus, tout simplement parce que, admettons, j'arrive sur un site ou quoi que ce soit, je regarde comment est-ce que cette API fonctionne, je vais copier-coller du code, super, ça fonctionne, super. En revanche, je vais commencer à aller un peu plus loin. Je sais pas, prenons encore le cas de l'API de paiement, je vais aller un peu plus loin, je veux dire, ok, j'ai maintenant ma fenêtre qui s'ouvre qui me permet de payer avec une carte très facilement. Qu'est-ce qui se passe si, je ne sais pas, le paiement est annulé au milieu? Est-ce que le comportement est bon? Ou admettons, est-ce que le checkout c'est fait ou pas? C'est des développeurs c'est des questions qu'on va se poser. Donc là, on va faire une simulation, ok. Si on me l'a déjà expliqué en plus dans le README ou quoi que ce soit de la fonction, parfait, je ne me pose même pas la question, je vais juste aller le tester. En revanche, si ce n'est pas expliqué, je vais aller tester par moi-même. Et là, si ça ne fonctionne pas ou s'il y a une erreur, bon, déjà, je vais me dire, ok, c'est quelque chose d'externe qui fait que mon temps de développement de ce produit se rallonge. Déjà, je ne suis pas content. Déjà, on a déjà assez de problèmes comme ça de design de code ou de problèmes de notre propre code. On n'a pas envie qu'une API externe ou qu'un produit externe vienne polluer ou mettre plus de temps à se mettre en place. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va aller regarder sur le site, on va copier-coller l'erreur, on va regarder quelle est la solution. Et plus on va passer de temps, et moins on va trouver la solution, plus en fait la difficulté en fait, de l'adoption va augmenter. C'est-à-dire qu'on va avoir, donc finalement, il y a un moment donné, on aura trop recherché sur Internet, et puis peut-être qu'à un moment donné, on va contacter le support. Et cette étape-là de contact de support, il faut le savoir, c'est quand on commence à contacter le support, c'est qu'on en a déjà marre en fait. Et il y a plein de gens qui se disent pas cette chose-là, c'est que ah d'accord, on a un ticket support, c'est normal. Non, c'est que si on vous contacte, on a déjà fait un grand pas. Et évidemment, ça dépend au niveau des personnes, mais beaucoup de développeurs sont assez autonomes en fait. Ils peuvent très bien chercher sur Internet. Beaucoup ne le sont pas, mais quand on a un ticket support, c'est que c'est déjà assez grave. Et après plusieurs échanges, si on n'a pas la réponse, bah, c'est simple, on va commencer déjà à penser à autre chose. On va commencer à regarder est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui est existant sur ce même marché-là. Et si cette chose-là prend moins de temps ou quelque chose est beaucoup plus facile, je ne sais pas si Pay1000, j'utilise l'API de Pay1000 et je me rends compte que en copiant-collant ce code-là, quand je avorte un achat, que ça se passe très bien là pour le coup. Du coup, je vais me dire, déjà, je vais cracher sur le premier, sur la première solution en parlant sur Stack Overflow ou sur Twitter ou quoi que ce soit, ou en répondant sur un ticket qui était ouvert sur Stack Overflow en disant ah bah moi j'ai essayé, j'ai eu le support, ils ont dit non, bon bah je laisse cette solution. Et moi quand je vais être un autre développeur va regarder ça, il va clairement se dire bon bah ok, je vais peut-être croire cette personne-là et je vais peut-être directement aller sur l'autre solution parce que ça prend moins de temps. Alors, ce n'est pas le cas du tout, hein. Stripe marche très bien, Pay1000 marche très bien, il n'y a aucun problème là-dessus, mais je parle d'une API où il y aurait justement cette très mauvaise expérience développeur. Et ça, c'est clairement le cas classique de ce qui se passe. Qui a déjà eu cette expérience-là de je code un truc et finalement je ne m'en sors pas parce que, entre guillemets, je suis mauvais ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce que c'est mal documenté, parce que je n'arrive pas à m'en sortir ou quoi que ce soit dans le cadre d'une utilisation d'une API. De toute façon, on parle d'API, mais c'est le cas aussi de n'importe quel lib en fait. Dès que ça devient compliqué, et on sait que c'est compliqué, c'est pour ça qu'on prend le temps de le faire, mais dès que ça devient compliqué, faut que ça soit rendu simple par l'autre partie qui est là, qui développe cette chose. Mais je dirais, on sait tous en tant que développeur que documenter c'est super chiant. On aimerait bien que ça soit généré, que ça soit beau et que quelqu'un le fasse pour nous. Mais sauf que ce n'est pas possible. Et il y a un moment donné, on doit se poser cette question, c'est comment toute cette partie-là, moi je connais très bien comment ça fonctionne, par contre je dois le rendre simple à l'autre personne. Et ça, c'est quelque chose de super difficile pour nous, je dirais, qui sommes développeurs à la base. Il y en a qui sont très bons à ça, mais il y en a qui, généralement, ont beaucoup de mal à faire ça parce que le code est déjà assez compliqué. Pourquoi j'irais faire quelque chose de simple si j'ai déjà fait le plus dur? En fait, non. Quand on regarde quelque chose de l'autre côté, on se rend compte, ouais, mais il l'a mal fait cette chose-là, donc c'est normal que le produit soit crap. Mais non, c'est juste qu'on n'a pas assez montré que le produit était bien dans la première couche qui était disponible aux autres. Et tout le but donc de cette chose-là, d'expérience développeur, enfin de
d'améliorer son marketing finalement pour développeurs, c'est rendre cette learning curve la plus flat possible lors de l'utilisation d'une API, d'une lib ou quoi que ce soit. Et pour faire ça, en fait, c'est assez simple. Ce que je disais, c'est le développeur lui-même qui doit la faire. Donc finalement, il faut se mettre à la place d'un développeur. Quand on est plusieurs, c'est tout simplement, admettons, il y a un CTO, 3 personnes autres, ils sont en train de développer une API, ça y est, c'est terminé, ça passe tous les tests, ça passe bien. Maintenant, s'ils ne l'ont pas fait au fur et à mesure, on a la documentation pour les développeurs en interne. Maintenant, comment est-ce qu'on fait que cet outil qu'on vient de développer devient compréhensible, utilisable et super attractif pour les développeurs? Là, c'est quelque chose d'autre qui est parfois aussi dur que le développement à faire, parce que c'est finalement du trafic à faire rentrer chez nous. Et ça devient compliqué quand on commercialise une API. Il y a plein de modèles de commercialisation d'API, on ne va pas vraiment focus sur ça, mais si c'est une API payante ou quoi que ce soit, ou du freemium ou quoi que ce soit, la personne, si c'est du freemium, elle va peut-être utiliser ou essayer d'utiliser. Si elle n'arrive même pas à utiliser le mode freemium, elle ne va jamais payer pour l'API, quoi. Surtout qu'on est habitué, en utilisant des libs ou des choses comme ça, pour un développeur, je dirais lambda, à avoir tout en gratuit, en open source. Enfin, en gratuit, une chose, et en open source, si jamais ça le lève, on peut encore mieux comprendre. On ne va pas aller payer pour une première utilisation, et surtout pour du test. Et donc, pour en fait faire pas cette documentation, je dirais, pour créer cette plateforme développeur, on va avoir besoin d'un certain nombre de points qui vont être essentiels. On ne pourra pas passer à côté de ça. Première chose, c'est un bon getting started. En fait. C'est très simple, mais il faut imaginer ça comme un chemin utilisateur. Quelqu'un va arriver sur notre plateforme de dev et on va se rendre compte quelle est la chose sur laquelle il va cliquer le plus au départ ou comment est-ce qu'il va naviguer. C'est quelque chose qui semble assez simple comme ça. Par contre, il faut le faire. C'est le moment où on va développer dev. Ou développeur.notre-api.com ou notre-société.com ou quoi que ce soit. Il faut se mettre à la place du développeur, il faut se dire à quel moment, quand il va arriver sur notre site, quel est le funnel en question pour qu'il arrive à télécharger notre SDK, où il arrive à utiliser notre API, quel va être le chemin classique. Et optimiser ce chemin classique pour que, il soit le plus compréhensible possible et deux, le plus rapide possible. Donc, comme je l'ai dit, le site web dédié, plusieurs langages et plusieurs librairies, même si ce n'est pas évident. Dans le cas de Mailjet, on va voir des outils qui permettent de le faire automatiquement. On va voir les points positifs, les points négatifs de ces outils-là dans le cadre d'API. Dans le cas de Mailjet, on n'en a pas plein, on en a certains, les plus utilisés. Mais si un utilisateur fait du OCaml et il a besoin d'utiliser l'API de Mailjet, étant donné que c'est une API REST, il va pouvoir s'en sortir, mais cette chose-là ne sera peut-être pas documentée. Et on ne peut pas prendre en compte tout le monde. Dans l'idéal, évidemment, il faudrait tout avoir, mais il y a un moment, il y a des choses qui sont plus prioritaires et sur lesquelles il y a plus de trafic. Et ça, on se rend compte aussi. On se rend compte quand il y a des personnes qui posent des questions sur GitHub, généralement, ces questions-là arrivent sur Node ou sur PHP ou des choses comme ça. Alors que il y a des langages qui sont clairement moins utilisés que les autres, qu'il faudra peut-être développer après. Une facilité de navigation, c'est clair pour tous les sites, qui soient pour développeurs ou pas. Et ça, c'est vraiment quand on regarde, quand on est vraiment débutant, c'est facile. Entre guillemets, c'est ce qui paraît assez simple de diffuser quand on construit ces plateformes. En revanche, quand on va être, on va dire, on va avoir un peu plus d'expérience, on va s'attendre à des choses comme peut-être une page de log de l'API. C'est-à-dire que quand on va appeler l'API, ça serait bien que sur notre plateforme, on ait voilà, tu viens de faire un get ou tu viens de faire un post, voici ces arguments, et ça serait génial pour débugger parce que du coup, en fait, on sait ce qu'on envoie et si jamais on ne sait même pas ce qui se passe quand c'est arrivé de l'autre côté, on est un peu dans le flou et ça serait bien d'avoir ça. Ça serait bien qu'on puisse contribuer si on voit qu'une phrase est mal dite ou quoi que ce soit, ou si on voit qu'il y a une manière plus simple de diffuser ce code et de faire comprendre, ça serait bien que moi j'aille tout simplement faire un edit ou faire une pull request sur la documentation pour que le provider en question puisse l'accepter et puis derrière que je contribue. Et finalement on se rend compte que
on va dire la façon de faire le pull request ou de faire le pull request est devenu assez commun chez les développeurs. Donc c'est juste normal que je puisse contribuer aussi bien à du code qu'à une documentation. Avoir une référence de l'API, c'est bien d'avoir des guides de démarrage, d'avoir des guides classiques sur comment faire, je sais pas, comment faire créer un mail et envoyer un mail et puis avoir des statistiques, le cas classique, mais ce serait bien d'avoir quel est le troisième argument ou quel est le troisième paramètre qui m'est donné quand je fais un get sur ce endpoint-là. Et on va se demander cette chose-là à un moment donné, parce qu'on ne comprend pas tout quand on utilise quelque chose. Et plus on va loin, donc plus on passe de temps dessus, on a besoin de comprendre ces paramètres-là. Et peut-être que le développeur débutant, classique, lambda ne va pas s'en soucier, mais si un développeur expert ou un développeur qui utilise ça depuis pas mal de temps va avoir besoin de s'en soucier, il ne faut pas qu'il ait forcément envie ou forcément besoin d'aller voir le support. Parce que je l'ai dit, aller vers le support pour un développeur, c'est déjà faire un pas en fait. Qui est assez grand et du coup il en a déjà peut-être un peu marre. Évidemment, plusieurs types d'exemples. On va parler donc des exemples en fait. On est très très bon, développeur, à apprendre par l'exemple. On adore quand il y a quelque chose, quand on montre, Hello World, c'est le truc le plus classique. On arrive, on va sur un langage. Quand on apprend un langage, la première chose qu'on apprend à faire, c'est Hello World. C'est le code de base et on regarde. Okay, donc en fait, je peux faire Hello World, je peux faire coucou. C'est un peu l'idée, c'est qu'on m'a appris à faire quelque chose d'une façon, je vais pouvoir juste changer certains contenus pour pouvoir la reproduire. Et il y a trois niveaux, trois couches en fait d'exemples qui peuvent être intégrés au site ou à la plateforme développeur. La première, c'est les snippets de code. Donc c'est les codes très courts qui permettent de faire une action très précise. Je veux envoyer un mail, je fais cette commande là en PHP, ça envoie un mail. Ou sur mon terminal, je fais curl, nanana, ça envoie, ça fait quelque chose. Et c'est une action précise. C'est demain, comment est-ce que je supprime un contact dans ma base de données de Mailjet? Bim, c'est delete cette chose-là. Et évidemment, ça serait bien que je n'ai pas à l'écrire en fait. Même si je sais que si dans la référence c'est écrit comme ça, je vais pouvoir entre guillemets prendre l'URL et puis mettre delete comme méthode HTTP et puis derrière mettre le /id ou quoi que ce soit. Je sais que je vais peut-être certainement arriver à le trouver ou à le réécrire, mais ce serait génial si je tapais delete dans la recherche de la plateforme développeur, qu'on me donne le code, j'ai plus qu'à le copier-coller et limite à le transformer parce que je sais que maintenant qu'il fonctionne, à le transformer dans le langage de données ou dans mon projet pour l'intégrer. Il y a des choses un peu plus élaborées. Je parlais de guide d'utilisation, c'est ça, c'est API d'Uber. Comment est-ce qu'à un moment donné, je vais pouvoir, je ne sais pas si je suis en train de construire un flow, comment est-ce qu'à un moment donné, je vais pouvoir regarder le prix je sais pas, qui connaît Citymapper ici? Personne? Ok. Donc on va se dire, parce que dans Citymapper, ils l'ont très bien fait. Donc à un moment donné, admettons que je suis sur Google Maps, voilà, Google Maps, truc classique. Je vais aller rue du Petit Musc. Il y a un moment, je suis à, je sais pas, Gare du Nord. Il va me proposer, est-ce que tu veux prendre un Uber? Dans l'app Google Maps, si je clique sur taxi ou Uber, il va aller regarder très simplement de ce point de départ là jusqu'au point d'arrivée là, quel est le prix et la distance pour les trois types de voitures, à savoir Uber Pop, Uber X et Uber Berlin. Et ça, c'est un flow qui, dans l'idéal, je n'ai pas été regarder, je crois qu'il est peut-être fait. Dans l'idéal, j'aimerais bien que sur la documentation de l'API d'Uber, il y ait comment est-ce qu'à un moment donné, je regarde quel est le prix à cet endroit-là d'une course d'un point départ à un point arrivé. Derrière, comment est-ce que je récupère la distance, comment est-ce que je récupère le prix et dans combien de temps le taxi arrive. Et puis derrière, comment est-ce que je commande? Et si ce flow-là, donc ces guides-là, qui sont pas juste une action très précise, mais plus un flow, sont disponibles, c'est très simple. Dans le cas, si je me mets dans la tête du développeur Google Maps qui a dû faire cette chose-là, lui, il sait que faire cette action ne sera pas très compliqué si rien qu'en lisant cette chose-là, le guide en question, il l'a déjà compris. Ou peut-être s'il a fait du copier-coller de ces codes d'exemple-là et que si ça a fonctionné, ce ne sera peut-être pas un problème d'intégrer Uber à Google Maps par exemple.
Et dernière chose, ça on le voit beaucoup moins, mais c'est quand même génial quand ça arrive, c'est exemple d'Algolia. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Algolia dans la salle. Ils ont fait pas mal de bruit. En fait, c'est une API de search. Tout le monde déteste faire des moteurs de recherche. Demain, j'ai une base de données de, je sais pas, un million d'entrées dedans. Si je veux rechercher quelque chose, eh ben, j'ai pas envie de construire ce moteur de recherche à la main. Donc l'API d'Algolia arrive et indexe tout ça. Et puis derrière, dès que je vais taper A, eh ben, j'ai tous les prénoms A qui commencent, qui vont venir s'afficher. Ça paraît simple comme ça quand je l'explique ou pas, mais quand je vais aller sur leur site, je vais comprendre comment ça fonctionne, super. Par contre, comment est-ce que je le construis moi en tant que développeur? Et ben là, ils ont fait quelque chose de génial. Ah, tu es utilisateur Node? Bah, super, tiens, cette app Node qui fait le boulot pour toi, où déjà tout est implémenté. Tu n'as plus qu'à importer ton set de données. Regarde, quand tu appuies sur A, bah, ça te fait ça en local. Donc, c'est-à-dire que là, déjà, je sais très bien que finalement, ce qu'ils m'ont montré, ce qu'ils m'ont vendu au départ sur leur site web, c'est très facilement utilisable quand je vais télécharger cette chose et juste l'implémenter. Parce qu'en gros, j'aurais plus qu'à copier-coller le code dans l'app d'exemple et puis c'est terminé en fait. Limite, j'aurais plus qu'à personnaliser l'app d'exemple pour arriver à ce que je veux faire. Et là, pour un développeur, cette manière d'utiliser et d'apprendre est quelque chose de naturel et donc évidemment, il faut l'aiguiller sur cette chose-là. Et je parlais des différents langages de programmation tout à l'heure. Alors l'idéal, on veut tous les avoir, suivant ce que vous proposez. Donc voilà, ça c'était un peu le contenu, on va dire, statique de ce que je voulais vous montrer, en quoi c'est important et quels sont les différents tips pour y arriver. Mais maintenant, comment est-ce qu'on construit ces documentations? Et on va passer en fait sur un certain nombre d'exemples qui permettent de construire pour les API ces documentations. Donc là, pour le coup, si quelqu'un est en train de construire une API, c'est génial. Parce qu'il va pouvoir se dire, OK, bon, maintenant que j'ai construit mon API où je l'ai spécifié, je vais très simplement en fait, créer une doc. Et cette doc super lisible. Donc il y a un certain nombre d'exemples que je vais vous montrer. Donc, notamment Slate, API.io, readme.io. Et pareil pour les générations de SDK. Donc tous les langages dont je parlais là, il y a des outils qui permettent de tous les générer en fait. Mais ça a l'air génial, évidemment c'est payant et on se dit juste que c'est génial, on n'a rien à faire. Mais après il y a d'autres problématiques, c'est que ça ne respecte pas forcément la coding style, je dirais, du langage. Ça a l'air facile et ça a l'air, je dirais, très simple et assez cheat d'arriver à ça, mais on se rend compte que dans la vie réelle, dans l'utilisation, c'est pas vraiment ça. En tout cas, c'est mon avis là aussi. Je vous invite à les utiliser si vous les testez. Donc là, je vais juste aller sur hop. Donc, je vais juste essayer de ramener mon Google Chrome ici. Essayer d'ouvrir les onglets qui étaient tout à l'heure. Hop, voilà. Vu que j'ai fait mes devoirs, j'avais ouvert un certain nombre d'onglets qui sont en fait les différentes API qu'on va voir. Voilà. Alors ça, c'est pas le cas. Hop. Donc readme.io. Alors là, la résolution n'était pas top. Si vous avez des ordi ou quoi que ce soit, allez-y en même temps. Ça, c'est un outil qui va vous permettre très facilement d'aller sur le site, de créer un compte, de spécifier un peu votre API soit en JSON, soit en Markdown. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc c'est une manière de spécifier en fait. Qui ne connaît pas Markdown? Juste. Ok. Markdown, c'est donc un langage, je dirais, de mise en forme de texte. Donc à la base, quand on va sur GitHub et qu'on a envie de faire des titres super gros, plus petits, en italique ou tout ça, sur Word c'est facile, on sélectionne et on fait italique. Par contre, quand on va être sur écrire un texte en question, on va par exemple mettre 2 dièses devant un titre pour qu'il devienne plus gros, ou on va mettre étoile étoile et mettre un texte entre étoile et étoile pour qu'il ait une certaine forme. Et ces formes-là, entre guillemets, sont interprétées par
par GitHub ou par d'autres lecteurs Markdown classiques. Et en fait, c'est ce langage-là, parfois, qui est utilisé pour spécifier en question l'API. On va voir tout ça après, donc, pour avoir une plus grande idée. Donc là, c'est génial, en fait. On pourra avoir un exemple. Là, en payant, donc c'est une solution qui est payante, on va pouvoir avoir même directement une référence, donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure, une référence de l'API, avec parfois ça peut se faire en 3 colonnes, c'est-à-dire à droite les différents calls à faire, au milieu le contenu avec le contexte, et puis un exemple de la réponse, le code à taper directement, le code sample, on parlait de code snippet à taper. Donc là, si on preview, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc là, c'est typiquement, si demain vous avez une API et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à tout recoder, à faire un site, ça c'est un outil qui vous permet de le faire. Voilà. Order, donc je poste pour refaire un jump sur qu'est-ce qu'une API. Il y a des API qu'on appelle des API REST. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Donc en fait, c'est des API donc HTTP là pour le coup, qui vont à un moment donné, on va vouloir faire 4 actions dedans, à savoir créer quelque chose, supprimer quelque chose, regarder quelque chose et modifier quelque chose. Donc il y a des verbes HTTP qui existent pour ça, donc get, put, post, delete. Et c'est généralement aujourd'hui ce qu'on voit dans les web API et qui est utilisé de manière très largement utilisée. Donc là par exemple, là on a post, un order, donc on se dit c'est pour créer un ordre. Là je ne sais même pas de quoi l'API s'agit, mais là je sais qu'il y a je vais devoir utiliser un nom d'user qui est require, donc je suis obligé de le mettre. Je vais mettre un email, c'est un string, donc bon, a priori ça parle à un développeur, une adresse qui est required et un fulfill. Donc je me dis pour créer un ordre, j'ai ces éléments-là, ces propriétés-là qui vont être obligatoires, je vais devoir les mettre. Ok, jusque-là super. Et génial, donc ça veut dire que en fait si je suis sur mon site web et j'utilise jQuery, nickel, j'aurais juste qu'à copier-coller ce code. Là, pour le coup, il fait quoi? Il fait une requête post. Donc, je crois que c'est de l'Ajax, mais je ne suis pas sûr, je ne me souviens plus de trop jQuery. Donc, il fait une requête post. Il met l'URL en question. Il fait tu avais besoin d'un user? Ouais, en effet. Ici, il y avait marqué user. Donc, un user, je vais mettre name et email. Après, je vais mettre une adresse. Et derrière, je vais mettre ma clé d'API. Donc là, sur chaque call API, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de spécifier une clé, donc pour s'identifier en fait à l'API, pour dire username, password. C'est un peu ça. Quand vous allez sur Gmail, vous mettez votre username et password. Et là, c'est pareil pour une API. Vous allez vous authentifier comme étant utilisateur pour que votre compte soit associé à vos calls, entre guillemets. Est-ce que c'est trop technique ou ça va? On arrive à suivre. Donc pour ceux qui font du Python, c'est pareil. Donc là, si je fais du Python, j'ai plus qu'à copier-coller ça et puis je vois dans mon interpréteur est-ce que ça fonctionne ou pas. Et en Node, pareil, évidemment, ils n'ont pas tous les langages ici, mais je vais pouvoir en gros faire quelque chose. Là, pareil, pour get un order, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de faire /order/id avec l'id qui m'a été donné quand j'ai créé cette chose-là pour pouvoir avoir toutes ces informations-là. Et il me dit en plus, quand tu vas le faire, tu vas recevoir ce type cette type de réponse. Et ça, c'est génial pour moi. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment en fait, besoin de faire l'exemple, besoin de tester l'exemple pour pouvoir savoir ce que ça va me retourner. Donc potentiellement, je peux déjà créer l'interpréteur ou le parseur de cette chose-là pour pouvoir l'utiliser. Donc même en n'ayant rien du tout codé, je sais plus ou moins comment cette API fonctionne. Et franchement, si je suis en train de faire aujourd'hui une app qui va gérer des ordres, je n'ai même pas besoin de savoir à quel moment je vais intégrer cette API, mais je sais déjà que j'aurai besoin de ces éléments-là dans cette couche de développement de mon application. Et là, on se dit comment est-ce qu'on fait ça en fait? C'est facile, ça c'est l'output. Comment est-ce qu'on va faire ça? Oui, une chose que j'ai oublié de dire, il y a donc readme.io le propose, c'est au lieu de tester cette chose-là dans un interpréteur Python ou dans un interpréteur, je sais pas, jQuery, enfin aller sur votre page et faire ce code de la jQuery, il vous propose même de vous connecter à votre compte et donc en spécifiant là pour le coup, j'imagine l'ID, là c'est l'ID de l'order, mais en faisant quelque chose juste de tester qu'est-ce qui se passe. Donc là, on n'a pas trouvé cet ordre. Là, il vous dit on n'a pas trouvé cet ordre. En même temps, c'est normal parce que je n'ai pas créé l'ordre en question. Mais là, si je veux créer un ordre, je mets
hey, user c'est Shubham, user email c'est shubham@charman.fr. Par exemple, l'adresse c'est voilà. Et puis, hop. Donc là, par exemple, j'ai envie de tester. Try it. Hop. Il me dit quoi? We couldn't find this order. Ok. Là, c'est normal parce que bon, c'était un post. Ok, if you don't receive a confirmation in 10 minutes, donc j'imagine que ça doit être un truc d'exemple, ou alors j'ai rempli quelque chose d'assez mal, enfin mal quoi. Hop, hop. Bon, il n'a pas trouvé. Response status, ok. Bon, il dit 404 not found. Je pense qu'il a un problème soit sur la sample API, soit sur la manière de rentrer les données. Mais l'idée est de vous dire que dans une documentation comme ça, c'est quand même super génial de ne pas avoir testé ça en code, mais directement de l'avoir sur un site web et de pouvoir le tester. Alors évidemment, si on le crée nous-mêmes, c'est super galère à faire, si vous créez des sites web ou des choses comme ça. En revanche, s'il y a des outils qui permettent de le faire, c'est génial. Et en fait, alors, authentication, peut-être parce que je ne me suis pas authentifié ou quelque chose comme ça. Et du coup, comment est-ce que je vais pouvoir créer cette chose-là? Alors là, c'est le support. Et bien, tout simplement, on a, bon là, je ne suis pas login, mais si vous voulez, pour readme.io, on a une interface sur laquelle on va aller, on va spécifier, donc là, en Markdown, je veux un post, je veux que dans les paramètres, il y ait tout ça. Je veux que dans l'exemple, il y ait ça. Et tout ça de manière assez simple. Honnêtement, allez-y faire un tour si vous avez… Ouais, bon, il va demander de me connecter. Connectez-vous et essayez de créer un compte. C'est pas mal. Sinon, on a api.io. Donc là, on va pouvoir voir le truc en direct. Voilà. Par exemple, là, j'ai… Là, en fait, le format est assez simple. C'est à droite, je vois le preview de ce que va être ma plateforme développeur et à gauche, je tape du Markdown. Pour le coup. Ça veut dire que j'ai développé mon API et tout, mais ce que j'aimerais, ça soit affiché comme ça. Et puis derrière, je puisse tester le get comme tout à l'heure, dans beaucoup plus de langages. Et là, ça a l'avantage api.io de vous proposer plusieurs langages, mais surtout, ces langages-là, on n'a pas à les créer, on n'a pas à les taper en fait nous-mêmes. Il va automatiquement les générer. Donc on parle déjà de générer des sample codes. Et ça, c'est un gros avantage. Et par contre, comment est-ce qu'on va pouvoir créer cette documentation-là? C'était un peu la question qui manquait, enfin la réponse qui manquait tout à l'heure. Donc admettons, je fais OK, mon API, c'est je sais pas, le wagon, api.lewagon.com. Wagon.com, ou je ne sais pas si c'est .org, c'est .org, ouais, ça doit être lewagon.com, c'est ça? Lewagon.org, et donc ça c'est mon URL classique. Et puis derrière, je dis plus ou moins, le wagon ça fait ça, je dis plus ou moins ce qui se passe pour faire comprendre à mes utilisateurs comment ça s'utilise. Donc là, si vous voyez bien, ici, ça change. Normalement, voilà, ça change ici ce que je suis en train de mettre. Donc là, déjà, on parle de preview Markdown. Donc Markdown, c'était ça, le format d'écriture. Et puis derrière, on voit que c'est interprété et en fait mis en forme avec un style différent. Et là, pareil, on se dit, OK, allons-y pour notes. Donc là, c'est une app dans laquelle on va get les notes, donc un certain nombre de billets ou quoi que ce soit. Et puis derrière, quand on va regarder la réponse, on va voir ça. Allez, c'est pareil. On dit, au fait, je veux faire un get et j'aimerais qu'en réponse, j'ai un 200 et j'ai ça qui soit affiché ici. Voilà. Donc là, si je mets quelque chose d'autre, évidemment, j'aurai quelque chose d'autre ici. Au moment où ça recharge. Hop. Donc, on se rend compte que ça devient super simple. J'ai plus qu'à écrire ou à générer cette partie de gauche pour pouvoir avoir cette partie de droite qui, du coup, est un peu plus sympa à regarder. Et pareil, pour tout ça, on peut créer des tableaux. La vue, pareil, n'est pas super bonne à cause de la résolution. Si vous pouvez, vous avez un ordinateur ou peut-être chez vous, allez regarder api.io, c'est pas mal. De l'autre côté, on a quelque chose qui s'appelle Slate. Donc, là, c'est pas très très connu, mais ce qui est pas mal, c'est qu'il propose cette chose-là de 3 colonnes
qui est vraiment sympathique, à savoir à gauche, on va avoir, on va aller sur une des démos, à gauche, on va avoir ce qu'on veut faire, à savoir créer quelque chose ou par exemple, on parlait de order tout à l'heure, comment est-ce qu'on va créer un ordre. Ok. Donc la démo, je ne sais pas où est-ce peut-être qu'elle sera là. Bon. Ah voilà, donc il propose des sites en fait qui utilisent cette chose-là. Donc je ne sais pas si vous connaissez Travis CI. C'est c'est pas important, mais par exemple l'API de Travis vous dit tu veux faire une request, ok, pour faire une request voici le contexte, fais attention, il y a ça n'accepte pas cette chose-là. Et quand tu veux faire ça, à droite il y a le code direct en fait. Ce qui fait qu'on sait ce qu'on veut faire, on sait plus précisément ce qu'on est en train de faire et comment le faire. Et puis derrière, on a exactement comment le faire dans le langage. Donc là, c'est HTTP. Et si on fait shell, il nous dit voilà, dans le shell, tu dois faire ça. En Ruby, tu dois faire ça. Donc là, pour les coups, il n'y a que 3 langages. Ou alors, c'est mon écran qui affiche 3 langages. Mais c'est un peu l'idée. C'est authentifier. Comment est-ce que je m'authentifie fais require ça, fais ça, fais ça, fais ça, copie-colle et regarde comment ça fonctionne. On se rend compte que là, par exemple, je ne peux pas tester directement. C'est quelque chose qui manque. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on a cette interface 3 colonnes et on peut très facilement la modifier. Pour le coup, Slate est plus difficile à utiliser si vous ne faites pas de code. Mais bon, encore une fois, comme je l'ai dit, pour créer une documentation pour développeurs, il faut penser comme un développeur, donc entre guillemets être un développeur. Mais tous développeurs ne connaissent pas Ruby et tout ça, donc celui-là est fait en Ruby. C'est pas mal, allez-y faire un tour sur ça. Donc en fait, voilà, c'est un peu l'exemple qui manquait tout à l'heure. Là, il dit… et donc là, c'est un exemple, par exemple, sur 2 colonnes avec une navigation qui peut être cachée, par exemple. Donc tout ça, il vous permet Slate vous permet de désactiver, d'activer, de changer la couleur, de ces choses-là. Il y a quelque chose qui existe qui s'appelle Swagger, qui est très connu pour les API. Donc là aussi, je vais essayer de spécifier mon API en Markdown et puis derrière, je vais avoir une vue différente. Donc là, par exemple, on sait, je peux créer un pet en donnant tout ça. Et là, ce qui est cool, c'est que je peux directement tester dans l'API, enfin dans le site, quelle va être la réponse. Donc là, il me dit, ok, voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait une requête curl sur mon terminal. Voici la requête de l'URL. Voici ce que j'ai posté. Donc voici quel était le body de la requête que j'ai envoyée. Voici le code que j'ai reçu et les headers que j'ai reçus. Donc entre guillemets, là, ça n'a pas marché. Mais si je fais, je sais pas, get quelque chose, là, automatiquement, je vais lui dire, écoute, j'aimerais bien avoir du JSON en sortie. Try it out. Il me dit, je veux seulement avoir les choses qui sont sold. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai reçu. Et entre guillemets, là pareil, sans coder, j'ai essayé d'utiliser l'API. Donc finalement, j'ai eu une expérience développeur qui est différente de celle de Slate où en fait j'avais du contenu mais je ne pouvais pas vraiment essayer ces choses-là. Et là pareil, comment est-ce qu'on crée tout ça? Ça a bien l'air gentil, je peux lister ces opérations-là, je peux faire ça de manière très simple, les regarder de manière très simple. Par contre, comment est-ce qu'on construit ça? C'est pareil, là c'est par exemple l'API d'Instagram. On va mettre des commentaires, on dit c'est la version 2 de Swagger. Là par contre, je me suis trompé, c'est pas du Markdown, c'est du YAML qui est utilisé, YAML. C'est un langage, pas un langage, ouais voilà, c'est de la mise en forme en fait. On va mettre quelque chose de point quelque chose de point quelque chose. Donc c'est comme du JSON mais sans les accolades, pour ceux qui connaissent. Et donc là voilà, voici c'est la version V1, le titre c'est Instagram API, et voici la description. Donc là pareil, ça utilise un peu le format Markdown pour spécifier du code. Je dis regarde, pour Meta, j'aimerais bien, j'essaie de trouver, voilà. Là, host, c'est api.instagram.com. Tout à l'heure, c'était api.lewagon.com. Utilise /v1, utilise du HTTPS, produit du application.json, produit application/json. Et ce que j'aimerais, c'est que tu fasses /user et que tu me donnes, par exemple, un argument qui s'appelle media, un autre argument qui s'appelle, enfin un paramètre qui s'appelle comments, un like, un tag. Et puis derrière, on va voir ce que ça a donné en ce qui est finalement généré. Donc là, pareil, passe, je sais pas, par exemple /user.
on a finalement le même. Hop, voilà. Donc on a plus ou moins le même format qui est généré que readme.io ou les autres générateurs. Et on va pouvoir voir très bien, par exemple, pour faire getUser/self/feed, je vais devoir avoir ces types de paramètres-là. Et puis, si je veux essayer l'opération, voici ce que… Donc finalement, on a quelque chose qui va nous permettre de simuler une opération HTTP et de recevoir comment on dit ça? Donc recevoir une réponse. Là pour le coup, soit en JSON, soit en RAW directement pour pouvoir le copier-coller. Là pour le coup, j'ai rien envoyé, donc c'est normal qu'il m'a donné une erreur, très simplement. Autre chose, il y a MaShape, qui est une entreprise qui fait bien le job. Là pour le coup, c'est une solution payante comparée à Swagger, qui va vous permettre aussi, comme tout à l'heure, de créer une documentation pareil en Markdown, assez simplement avec une interface différente. Je passe un peu plus rapidement sur celle-là. Si vous avez envie d'aller voir tout ça, pareil. Donc je peux tester, je peux avoir ça en plusieurs langages, je peux voir la réponse. Et honnêtement, quand on est en train de construire quand on est en train de tester une API ou vouloir utiliser une API, c'est des informations, on n'a plus à le faire nous-mêmes. Et c'est vraiment, ça nous finalement sauve beaucoup de temps et pour nous concentrer sur notre code et pas sur le code d'intégration qui est toujours plus pénible à utiliser, quoi. Là, on va parler des outils pour créer des SDK, donc à savoir les wrappers. J'ai une API, je veux très simplement générer tous les trucs pour Android, iOS, Python, PHP. Donc là, encore une fois, je ne suis pas très fan de toutes ces solutions, mais je vous les montre quand même parce que beaucoup de gens le sont. Mais là, encore une fois, c'est que mon avis. Je trouve que pareil, quand on va développer par exemple quelque chose pour Windows Phone, quand on va développer un wrapper pour Windows Phone, je ne sais pas s'il y a des gens qui développent pour Windows Phone, mais ici. Mais par exemple, pour avoir déjà codé dessus, je sais que la manière d'utiliser le langage ou la manière dont Visual Studio fonctionne avec les API et tout ça n'est pas… ça ne ressemble pas du tout par exemple, à du Node ou quoi que ce soit. Donc quand je vais aller dans un environnement Windows Phone ou dans un environnement C# ou quoi que ce soit, je m'attends à ce qu'il y ait une coding style, je m'attends qu'il y ait un certain type d'environnement, je m'attends qu'il y ait une documentation qui soit plus ou moins Windows Phone-like, parce que je suis habitué à aller sur des API qui sont spécifiques pour Windows Phone et d'avoir un certain environnement. Et j'en ai rien à faire de PHP, Python et tout ça. Donc je préfère moi personnellement les faire à la main, ça prend beaucoup plus de temps, c'est clair, ça demande beaucoup plus de travail pour les maintenir. Mais par contre, ça donne une expérience développeur beaucoup plus précise et intéressante pour les développeurs qui l'utilisent. Donc là, API-Matic, c'est un bon site. Ils ont, en termes de features, là j'aurais pas d'exemple sous la main pour vous montrer, mais l'idée c'est ça, il va en plus de vous créer une documentation et tout ça comme ce que je vous ai montré sur les autres, il va vous créer ces SDK en disant je sais comment ton API fonctionne, je sais les paramètres que ça prend, boum, je te génère 15 SDK différents qui vont en fait faire cette chose-là. Donc évidemment, vous allez avoir les exemples de code, mais vous allez surtout avoir les SDK pour les mettre en ligne directement, qui vont être auto-générés totalement, mais pour que les utilisateurs puissent les utiliser. Donc là, ils parlent d'Automatic Code Generation, ils disent plus ou moins comment est-ce que ça fonctionne. Là, pareil. Là, c'est pareil pour générer des SDK. Voici ce qu'ils supportent. Donc là, encore une fois, pour la quantité de langages, quoi que ce soit, qu'ils supportent, honnêtement, personnellement, je préfère les faire moi-même, même si je suis peut-être pas un fan de Scala ou quoi que ce soit, ou je suis pas un gros développeur Android, mais je peux peut-être demander à un de mes potes qui fait Android est-ce que tu peux juste regarder ce code, est-ce qu'il te semble cohérent ou pas, ou finalement regarder comment les autres SDK Android sont faits pour savoir si le mien tient la route ou pas à ce niveau-là. Par contre, le générer de cette façon, si j'ai une erreur, je ne sais absolument pas comment débugger cette erreur. C'est du code généré. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur du code qui est généré. C'est une boîte noire. On sait que c'est du code, c'est bien, on voit plus ou moins. Les titres sont à rallonge comme ça, c'est pas forcément très… Et pareil, un développeur, si vous le mettez sur GitHub, un développeur qui fait une pull request pour dire en fait, cette variable-là, je la mettrai comme ça et puis ça, je le bougerai ici. Ok, est-ce que vous l'acceptez ou pas
Finalement, ou est-ce que vous la laissez tomber, quand vous régénérez, elle va être écrasée. Voilà, c'est ce type de problématiques qui vont se poser. C'est pour ça que par exemple, je préfère, par exemple là pour le cas de Mailjet, on a réécrit en fait un générateur. Donc là pareil, ça prend plus de temps, c'est normal parce que vous allez recréer cette chose-là, mais on a pris un format d'entrée qui est du JSON, qui spécifie plus ou moins l'API comme là, et qui derrière sort pour le langage en question quelque chose de plus précis et qui est plus personnalisé, je dis, pour nous. C'est-à-dire que si demain on a envie de modifier quelque chose de là, ben, on va pouvoir changer quelque chose de générateur pour pouvoir changer derrière ça dans le langage qui est retenu et sélectionné derrière. Donc voilà ce qu'il en était pour les différents générateurs. Il y en a d'autres, je vous ai présenté les principaux. N'hésitez pas, si vous avez mon mail, si vous avez besoin derrière de d'autres langages ou si vous avez d'autres questions. Tout ça, en fait, tout ce qu'on a vu, on ne le fait pas, je dirais, pour rien. Il y a quand même une idée derrière, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, les API sont un vecteur de croissance parallèle si vous avez une activité initiale. Voilà. Mailjet propose un service pour créer des newsletters, des choses comme ça, mais on a une API pour des personnes qui veulent automatiser ces choses-là. Surtout que nous, ça arrive souvent, en fait. Nous, ça arrive que voilà, un développeur a envie d'envoyer un email quand quelqu'un vient d'acheter quelque chose sur son site. C'est normal. Quand tu perds ton password, tu aimes bien, il y a un reset password et tu n'aimes pas attendre plus de généralement 3 secondes que cet email arrive, sinon bah, c'est chiant. Pareil, tu viens de t'inscrire sur, je sais pas, n'importe quel service et si tu ne reçois pas le mail de sign up, c'est quand même chiant. Tu es en train de bosser sur le truc, tu veux cliquer sur le lien d'inscription. Si tu ne le reçois pas, c'est un problème. Donc on a ce besoin obligatoire, je dirais, de mail, mais même si on ne l'avait pas, on sait que pour le marketing, donc pour ce qu'on fait de base, des gens, au lieu de l'utiliser en faisant des clics, l'utiliseraient en faisant de l'automatisation et du coup via notre API. Donc on sait que ça rapporte du business de l'autre côté. Après, évidemment, il faut le monitorer et tout ça pour savoir est-ce que ça reste intéressant. Et donc, pourquoi on fait en sorte qu'une expérience développeur soit finalement assez bonne? Tout simplement pour déjà pour que le développeur ait une bonne image de l'API, pour qu'il en parle en bien et pour qu'il la recommande. Pour qu'il y ait une prise en main super rapide en fait, parce que comme je le disais plus ou moins au début, c'est super chiant quand on passe plus de déjà 5 minutes, plus de 10 minutes, plus de 15 minutes en fait sur une lib, une API, à déjà comprendre ce que ça fait et surtout derrière quand on a compris, l'utiliser. Dans les exemples que je vous ai montrés, genre type Swagger, c'est ok, ça fait /order, je sais, j'exécute. Ah, dans la base de données, il y a déjà 15 orders qui sont là, je sais déjà ce que ça fait, je sais comment l'utiliser. Et voilà, getting started, super simple. Par contre, là, ce que ça ne résout pas, c'est la courbe d'apprentissage. Sur le getting started, je vais pouvoir savoir comment est-ce que je vais pouvoir faire la première requête. Mais après, voilà, le troisième paramètre de cette requête-là, à quoi il correspond et quand je le modifie, quelles sont les valeurs possibles. Là, c'est quelque chose qu'on va regarder quand on va passer plus de temps. Et là aussi, il faut faire attention à ça pour que le développeur, je dirais, plus expert ait sa réponse sans forcément demander au support. Quelqu'un qui recommande en bien l'outil. Il n'y a rien de pire aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, que des gens qui vont troller sur votre API, des gens qui vont cracher sur votre lib en disant là c'est pas bien, j'ai eu cette mauvaise expérience. Un exemple très marrant pour vous dire que ça va super vite. Donc je crois que c'est Office 360 ou quoi que ce soit ou quelque chose. Ils ont eu une journée de downtime sur. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler de cette histoire. Ils ont eu une journée de downtime sur leurs produits. Je crois que c'était le produit technique en plus, donc il y a eu des trolls en fait. Ah bah tiens, tu n'utilises pas Office 365? Ah bah non, 364, parce que du coup il y avait une journée de downtime. Et c'est des petits trolls comme ça qui finalement arrivent et des gens disent ah bah ouais, je vais peut-être pas utiliser ce produit-là parce qu'il a eu un downtime et il y a eu un gros buzz sur internet sur ça. Peut-être que j'irai pour l'autre. Et finalement, c'est ces petits changements que c'est trop la personne n'a même pas encore été sur le site, qu'elle a déjà changé d'avis. Donc il n'y a pas juste la première impression sur le site, mais il y a aussi finalement ce que les gens pensent de votre produit. Et c'est quelque chose sur lequel, quand vous êtes plus gros, vous commencez à travailler. Et puis, pareil, au niveau du support, on a beaucoup moins de plans de support. C'est très simple, on a du coup moins de temps de passer parce que quand on voit que la même question est posée 10 fois, il y a un moment donné, on la rectifie dans notre documentation, on la rend meilleure ou on corrige le bug en question sur notre API. Et quand on l'a fait, on a évidemment beaucoup moins de questions support parce qu'on apprend petit à petit. Pour faire en sorte que tout ça devienne un vecteur de croissance et pour qu'un développeur, quand on arrive sur la plateforme ou sur la lib ou sur l'API, reparte entre guillemets
avec une bonne expérience. Donc voilà, dans le cadre de Mailjet, si vous avez envie d'aller y faire un tour ou si vous avez envie de regarder un peu à quoi ça ressemble, c'est www.dev.mailjet.com. Mailjet.com, c'est pour la partie, je dirais, plus pour les marketeurs qui vont faire du clic pour pouvoir créer des newsletters et les envoyer. Et n'hésitez pas à me parler sur Twitter si vous avez d'autres questions ou directement sur mon mail en question. Voilà, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, parce que du coup, ça a été moins interactif, parce que vous n'avez pas posé beaucoup de questions, mais si vous en avez, je serais heureux d'y répondre. Oui. Juste une question, je ne suis pas développeur, donc j'arrive un peu en noob Ok, pas de souci. Sur le sujet, mais juste une question par rapport aux API. Vu la démarche de mise à disposition des API et la volonté des développeurs justement de les mettre à disposition des autres développeurs, est-ce que généralement c'est des API qui sont gratuites ou des API payantes? Ou est-ce qu'on a vraiment les deux cas? Alors, là, on parle, je ne sais pas si tu étais là quand j'ai dit ça au début. Aujourd'hui, quand on parle d'API, on fait un abus de langage, on parle de web API généralement. Hein, mais quand on parle de développeur et qu'un développeur mette à disposition quelque chose qui vient de coder parce que ça va servir aux autres développeurs, c'est quelque chose de très courant. C'est je viens de développer cette petite lib qui va, typiquement le truc très bête, j'étais à une conférence Python et j'étais en train d'utiliser quelque chose qui s'appelait Neo4j, donc c'est une base de données en forme de graphe, je dirais, NoSQL. Et je me suis dit, voilà, je suis en train de bosser avec LinkedIn, je suis en train de mapper mon réseau, LinkedIn sur Neo4j. J'ai codé un petit connecteur. Et là, je me suis dit, ok, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait de manière assez sale au début parce que je n'ai pas commenté tout ça. Je fais, si je commente un peu, bah, ça me donnera quelque chose à mettre sur mon GitHub. Et en fait, beaucoup de développeurs aujourd'hui utilisent GitHub, donc c'est une plateforme sociale pour développeurs. Et donc, rien que GitHub fait en sorte que on va mettre à disposition du code qu'on vient de faire. Ça peut être des libs, ça peut être des API, mais en tout cas, ça va être des choses qui vont être réutilisables, tout simplement pour avoir de l'awareness en tant qu'utilisateur ou enfin en tant que producteur. Et donc, tout ce que je viens de dire s'applique aussi bien si demain vous voulez créer l'API, pas le wagon ou ton API que tu étais en train de développer, mais ça marche aussi si tu es juste en train de publier une lib sur GitHub et tu vas devoir comprendre que c'est bien de publier. Par exemple, ce que j'ai fait, c'était génial. Vu que j'étais dans la conférence et tout, je me suis dit, j'ai plus qu'à publier le code et mettre une petite image jolie et comment ça s'utilise et c'est bon. Non, parce que juste après, en fait, j'ai eu des pull requests et j'ai eu des gens qui m'ont dit c'est super bien ce que tu as fait. Les gens l'ont vu et tout, j'avais beaucoup de vues dessus. Par contre, ils m'ont dit moi, je ne comprends pas comment est-ce que je vais faire la relation entre cette personne-là et cette personne-là alors qu'ils sont connectés entre eux. Moi, ça m'a donné envie de rebosser un peu sur le truc ou alors de commenter un peu plus mon code et de le rendre plus utilisable. Donc là, pareil, on voit que d'autres personnes réutilisent des choses qu'on produit. Voilà. Oui. Bonjour. Dans le même ordre, je n'ai pas bien compris la relation avec l'hackathon et aussi les API. Alors, je disais beaucoup d'hackathons parce que dans mon job, je fais énormément d'hackathons. Je parlais d'hackathons parce qu'on se rend compte dans la plupart des hackathons qui sont aujourd'hui organisés, il y a plein d'API sponsors. Par exemple, Mailjet est souvent sponsor de hackathons en disant « Hey, vous voulez créer quelque chose pour le fun pendant le week-end c'est super cool, mais pour ça, vous allez avoir besoin évidemment de votre cerveau, de vos skills en développement, mais aussi de produits externes, comme envoyer des emails, comme faire du paiement, comme commander une voiture, comme je sais pas, avoir une map sur votre application. Et l'idée, c'est de leur dire, vous n'avez que 24 heures, et de ne pas réinventer la roue. Si demain, vous avez envie de faire du paiement, ou de faire du search, il y a des API qui existent pour ça, donc des interfaces et finalement des produits pour vous, pour développeurs qui existent, qui vous permettent d'aller super vite. L'idée, c'est de dire que quand je suis dans un hackathon, j'ai très peu de temps pour pouvoir faire des choses. Quand j'ai une idée, j'aime bien l'implémenter très vite pour pouvoir la présenter à la fin. Et quand j'ai besoin de l'implémenter très vite, j'aime bien me connecter à des services déjà existants pour pouvoir les utiliser et pas réinventer la roue, donc de produire un produit qui est utilisable à la fin. D'où le fait que je mentionnais plusieurs fois les hackathons, parce qu'il y a plein de fois où les API sont juste utilisées en hackathon, publiées sur GitHub, et puis derrière, parfois, juste réutilisées. Et on le voit assez souvent. En fait. Donc ça veut dire qu'en fait, vous présentez votre API dans un hackathon en train de dire qu'elle est disponible et qu'ils peuvent l'utiliser si ça le dit. Exactement. Et c'est pas mal parce que pour des nouvelles features ou des choses comme ça, c'est un peu
le côté bah voilà, tester quoi. Et ça permet d'avoir plein de feedback, bah genre ça c'est nul, et du coup on va le corriger, ou alors ça marche super bien, et d'avoir du feedback sur le terrain de développeurs en fait. Et vous parlez de l'API, de librairie aussi, c'est-à-dire que si on a une vision XML par exemple, on peut présenter notre. Bah, idée, bah là clairement, tous les développeurs dans n'importe quel langage, je sais pas, tu m'as dit que tu faisais du C tout à l'heure, ça ne viendrait à personne l'idée de faire du C sans au moins 2-3 librairies au début. Donc c'est pareil, oui, clairement, si la librairie est connue ou si la librairie fait de l'argent d'une certaine manière, elle peut venir clairement à un hackathon et dire voilà, parce que vous ne me connaissez pas assez, demain je vous présente ça pour que vous puissiez l'essayer. Et si jamais le développeur entre guillemets l'adopte, on sait que dans plein de sociétés, l'adoption maintenant se fait par le bas, dans le sens où ça va être le développeur qui va venir avec ses tools, avec son éditeur de code, avec son ordinateur, avec ses API qu'il adore, et puis avec je sais pas, sa coloration syntaxique, j'en sais rien, mais qui va ramener ses outils. Bah, cette lib-là, peut-être que derrière, va être réutilisée dans une autre boîte parce qu'il y a 3 développeurs qui adorent ça, qui adorent l'utiliser, et c'est devenu le standard, voilà, par exemple. Moi, j'ai une petite réflexion simplement pour la partie qui consiste à produire la documentation pour le développeur, mais aussi éventuellement pour le commercial. C'est lorsque l'on est développeur, moi j'encourage de faire ça, il y a beaucoup de gens qui le font. C'est lorsque l'on documente, vous savez, nos classes ou nos procédures, enfin peu importe n'importe quel élément important du code, c'est de ne pas le documenter en plus d'une ligne. C'est-à-dire si on n'arrive pas à exprimer en plus d'une ligne ce que fait l'élément en question, c'est que l'élément est mal foutu et qu'il faut le revoir. Clairement. Et ça permet, en fait, ça oblige à synthétiser, ce qu'on veut dire, ce qu'on cherche à exprimer, au moment du code, déjà. Si on n'arrive pas à synthétiser, ça veut dire que notre module, notre élément, il fait trop de choses et il aurait fallu le décomposer. Et ensuite, toutes ces synthèses, ça peut être repris tel quel, en fait, pour créer une doc. En fait. Ouais, clairement. C'est déjà pré-mâché Alors, clairement, tout à fait d'accord. Et ça on se rend compte quand on commente notre code directement. Faire une fonction, si on n'arrive pas à la commenter en en une ligne. Ça marche très bien dans le cadre de références, en fait. Dans les références dont je parlais, bim, on va mettre get put post delete ce endpoint, ça marchait super bien. En revanche, il faut faire attention quand on fait des getting started ou des guides. Ben là, il faut plus expliquer parce qu'il faut donner du contexte. Donc là, il ne faut pas hésiter à faire la ligne en question pour faire comprendre ce que ça fait. Faire un paragraphe un peu plus long et pourquoi pas un exemple ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est clairement vrai pour une référence parce que dans le cas du développeur expert qui va aller regarder ce que fait ce champ, il n'a pas envie de passer 5 heures à comprendre parce que c'est juste une information peut-être optionnelle qu'il veut. Par contre, dans le cas de quelqu'un qui va découvrir cette chose-là, il faut du contexte. Donc, faut le faire aussi de manière assez verbose aussi. Voilà. Pas d'autres questions? Super. Merci beaucoup.